Parlons à présent économie. L'expiration le 30 septembre de la loi américaine Hope Help qui offrait des avantages douaniers aux exportations textiles haïtiennes vers les États-Unis menace entre 15 000 et 20 000 emplois sur les 27 000 encore actifs dans ce secteur clé, représentant près de 90% des exportations du pays. Déjà affaiblie par l'insécurité et la crise politique, l'industrie textile a perdu plus de 30 000 emplois en 3 ans. Malgré l'échec de la prolongation du programme jusqu'en 2035, écarté par le Congrès américain dans un contexte de restrictions budgétaires, l'Association des industries d'Haïti et plusieurs économistes espèrent une reprise des discussions d'ici la fin de 2025, avertissant du risque d'un nouvel effondrement économique et migratoire. Pour une nouvelle lecture de la situation, nous accueillons l'économiste William Savary. Économiste, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Rose, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Au cœur de l'actualité économique ces derniers jours, le non-renouvellement de la loi Hope Help. Pourquoi, selon vous, cette loi n'a pas été renouvelée? Bon, premièrement, il faut souligner que la loi Hope Help sont du domaine du président des États-Unis. C'est le président des États-Unis, pas le Congrès américain, qui a l'autorité de renouveler ces provisions. Alors, il faut carrément dire au point de départ que ce n'est pas une garantie que le renouvellement sera octroyé à Haïti, parce qu'en fait, il y a des conditions qui préalables et pour obtenir le renouvellement. Par exemple, il faut être en conformité avec les lois de l'ILO, which is International Labour Organization. Il faut être en conformité avec les lois du travail du pays. Il faut être en conformité avec le standard qui est établi pour les gens qui apportent les contrats en Haïti. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans le renouvellement. Ce n'est pas simplement une décision à bric-à-brac, mais c'est une décision qui est conditionnée. Donc, lorsque la loi n'est pas renouvelée, la première chose qu'il faut se dire, il faut dire, mais est-ce que les gars en Haïti ont été en conformité avec ce qui est demandé dans le contrat? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut souligner que la loi Hope n'est pas une permanence. Ils avaient octroyé en 2006, sous le président Bush, cette opportunité aux Haïtiens pour que les Haïtiens puissent, d'une part, rester en Haïti et ne pas prendre les Kentur pour aller en Floride et venir en Haïti, aux États-Unis. Mais c'était vraiment une façon pour eux de créer des opportunités d'affaires et créer des emplois en Haïti. Donc, c'était vraiment quelque chose de très temporaire, en attendant que les hommes d'affaires en Haïti, en attendant que le gouvernement haïtien, les intellectuels du pays puissent concevoir un plan stratégique pour permettre que un développement économique puisse prendre essor en Haïti. Donc, c'est vraiment la première chose qu'il faut souligner. Et quels sont donc les impacts de ce non-renouvellement? Bon, ça dépend si vous êtes en Haïti ou si vous êtes aux États-Unis. Oui, mais si vous êtes en Haïti, vous allez vous plaigner que en fait, le renouvellement va causer un chômage exorbitant, qu'il y aura... Parce qu'il faut souligner que pendant l'administration de Jean-Claude Duvalier, le gouvernement de Jean-Claude Duvalier, il y avait 70 à 90 000 emplois des gens qui travaillaient dans le textile en Haïti. Donc, au fil des temps, on a eu ce que nous avons, c'est pas la peine de les répéter, donc nous sommes réduits à 20 000 emplois, je crois. Mais ce que les Haïtiens doivent comprendre, que la loi Hope, même s'il y a eu des emplois qui ont été créés, mais c'est eux qui assument tous les risques de l'investissement qu'exige la loi Hope. Par exemple, un gars qui veut ouvrir une manufacture où il fait l'assemblage des sous-vêtements, c'est lui qui doit faire le prêt à la banque, c'est lui qui doit signer les bails pour le loyer pour la manufacture dans les zones franches ou dans les zones industrielles, c'est lui qui doit payer les frais pour ONA, c'est lui qui doit payer les frais au FATMA, c'est lui qui doit payer les salaires, c'est lui qui doit payer le courant, l'amortissement des équipements, c'est lui. Tous les frais sont à lui. Et si toutefois le contracteur américain ne renouvelle pas les contrats, mais ce gars, lui, il est ruiné. Il y a plein de gens en Haïti qui sont ruinés, effectivement, parce qu'en fait,
les gars pour lesquels il cousait ou il assemblait les vêtements, les sous-vêtements, etc., n'ont pas renouvelé. Donc, ceux-là qui ont survécu, ce sont ceux qui avaient plus ou moins des contrats plus ou moins raisonnables et qui avaient un certain rapport avec les gars pour lesquels ils cousaient. Mais il faut dire au préalable que les grandes entreprises aux États-Unis qui bénéficient de la force de travail à bon marché en Haïti n'ont pas vraiment de grandes fautes, de grandes sommes investies en Haïti. Personne ne peut me signaler où en Haïti la compagnie Walmart, qui est la plus grande entreprise aux États-Unis dans le champ des détaillants, a une manufacture en Haïti. Personne. Et lorsqu'on est en train de négocier avec le gouvernement américain, il faut pouvoir savoir comment se servir de levier de sa position. Par exemple, si nous cousons, si les sous-vêtements, les vêtements, etc. de Walmart sont cousus en Haïti, quelles sont les négociations qui ont eu lieu entre Haïti et Walmart pour que Walmart puisse avoir des investissements considérables en Haïti? Parce que dans ces moments-là, c'est alors que Walmart lui-même ferait le lobbying auprès des autorités américaines pour que ce renouvellement soit fait. Nous sommes en train de jouer en Haïti avec les choses sérieuses. On confie les dates sursis, les moments de renouvellement à des gars qui ne sont pas vraiment très rodés en matière de négociation, en matière de politique américaine, alors que ce qu'il faut cultiver, c'est vraiment les rapports avec les grands pour qu'on puisse se tirer d'affaire. Donc, si on négocie avec les petits, on sera traité en petit. Alors, économiste, est-ce qu'il existe aujourd'hui des moyens, des démarches qu'Haïti puisse entreprendre afin d'obtenir le renouvellement de cette loi, s'il est toujours possible, bien sûr? Bon, il y a des démarches qui se font, mais il faut dire que je dois tout de suite vous signaler que les États-Unis ont également laissé expirer, l'administration Trump a également laissé arriver à expiration la GOA qui tenait les mêmes avantages pour les pays africains. Donc, la question, lorsque vous avez d'être pareil, il faut d'abord réfléchir quelle force vous avez. La force que vous avez, vous importez 300 millions de dollars de riz des États-Unis. Est-ce qu'il y a moyen de servir de levier de notre importation de riz du côté des producteurs de riz pour appliquer de la pression et faire le lobbying du côté d'Haïti, aux États-Unis, pour Haïti du côté des États-Unis? Est-ce que Haïti pourrait se mettre ensemble avec les gars de CARICOM? Parce qu'il y a le Caribbean Basin Initiative qui a été initié avec le président Reagan. Dans cette initiative, il y a des provisions où les pays de la Caraïbe sont vraiment vus comme une entité vis-à-vis du rapport commercial avec les États-Unis. Vous avez les Africains. Donc, est-ce que tous ces pays-là qui sont concernés et dont les provisions d'exportation de droits préférentiels sont arrivés à expiration, est-ce que tous ces pays-là pourraient constituer une sorte d'unité? Ensuite, il y a carrément l'approche qui pourrait être très, 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 très réussie, c'est que les hommes d'affaires eux-mêmes en Haïti engagent de lobbyistes américains à qui ils payent des sommes considérables pour défendre leur intérêt aux États-Unis. Parce que le textile en Haïti qui est assemblé apporte un élément très, très considérable à l'économie américaine. Parce que, en vertu du fait que les vêtements constituent un élément clé dans ce qu'on appelle aux États-Unis le CPI, c'est le Consumer Price Index, pour le taux d'inflation. Les vêtements qui arrivent aux États-Unis, que ce soit en Haïti, que ce soit de Haïti, de Bangladesh, du Vietnam, de l'Amérique latine, ces éléments-là constituent un élément clé dans la détermination du taux d'inflation aux États-Unis. Plus bas sont les prix de ces produits-là qui font partie du CPI, de Consumer Price Index, le plus bas est le taux d'inflation aux États-Unis. Donc, les États-Unis ont un intérêt vraiment très fondamental à ce que la force de travail haïtienne ou les infrastructures d'Haïti qui sont mises à la disposition des grandes entreprises américaines, des grands détaillants, continuent d'exister. Maintenant, avec ça, il y a moyen pour que les Haïtiens négocient mieux
entre les États-Unis dans la mesure où les avantages des Américains sont mis sur le tapis comparativement à ce que les Américains ont beaucoup plus à perdre qu'en Haïti. Parce qu'avec un taux d'inflation très bas aux États-Unis, les taux d'intérêt sont très bas et l'expansion économique américaine est beaucoup plus financée avec un capital, avec des capitaux à bon marché. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aspects dans ce jeu qui mérite d'être contemplé avec tête reposée, avec des gens qui peuvent le faire. Alors, en attendant ces négociations, M. Savary, comme dernière question, quelle autre alternative à la loi Hope aujourd'hui? Bon, la loi Hope, il faut dire que ce n'était pas une loi qui devait durer. Hein. Qui devait être, si tu veux, pour l'éternité. Donc, c'était vraiment une façon pour les Haïtiens de sortir d'une crise. Et les crises, il faut dire que les crises sont toujours temporaires. Mais il se trouve qu'en Haïti, les crises sont plutôt permanentes. Maintenant, quelle pourrait être une porte de sortie pour Haïti dans cette histoire de textile? Maintenant, la question devrait être, est-ce que Haïti pourrait réorienter son économie plutôt que d'atteler son chariot à la volatilité de la politique américaine, mais plutôt de réfléchir sur comment l'économie haïtienne ou l'industrie haïtienne pourrait être reconsidérée. Par exemple, nous avons en Haïti, nous importons des États-Unis 300 millions de dollars de riz, et certains diraient, alors légalement 300 millions, certains diraient jusqu'à 500 à 600 millions de dollars de riz, parce qu'une grande partie de ces importations ne sont pas comptabilisées. Bon, qu'est-ce qui empêche à Haïti de mettre en valeur les rizières du pays? Et les capacités du pays sont de l'ordre de 800 000 à 1 million de tonnes de production de riz par année si toutes les rizières sont mises en exploitation. Qu'est-ce qui empêche aux gens de les exploiter? Nous avons aujourd'hui un besoin immense d'augmenter la capacité énergétique du pays, parce que sans l'énergie, on ne peut pas avoir les industries. Donc, il y a une réflexion à faire au niveau de quel type d'industrie qu'on pourrait avoir, quelle matière première dont le pays dispose qui pourrait être exploitée, quels sont les équipements qu'il faudrait pour le faire, quels sont les marchés qu'il faudrait viser. Donc, il y a toute une série de réflexions sur le coût à court, moyen et à long terme à faire pour déterminer comment sortir de cet engrenage que représente l'industrie du textile, de l'assemblage. Maintenant, même à ce niveau, si Haïti devrait s'intéresser, on devrait peut-être considérer l'intégration verticale du secteur du textile, parce qu'en fait, à partir de la matière première du coton, dont bien sûr il y a le pétrole également, mais restons dans le coton, il y a les filatures qui peuvent être mises en place, il y a la manufacture de fils, la manufacture de tissus, les produits intermédiaires, parce que même le coton est aussi utilisé pour des trucs industriels, comme les filtres des automobiles. Il y a plein de choses qui peuvent, et les grains de coton sont utilisés pour les animaux, pour l'huile. Donc, il y a vraiment plein de réflexions à faire autour de la notion de l'industrie du textile que les Haïtiens tardent à faire. Alors, mais ce qui est triste, c'est qu'à une époque en Haïti, on avait tout ça. C'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci infiniment pour vos éclairages économistes. Merci. Voilà donc l'analyse de l'économiste William Savary. Il était avec nous ce soir à Metro News pour parler du non-renouvellement de la loi Hope Help.